Donc maintenant, on va étudier la chute verticale d'une bille dans un liquide, pour pouvoir extraire une équation qui est très importante dans ce cours, l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc on lâche cette bille de masse m et de volume v dans son vitesse initiale dans ce fluide, donc d'une manière générale qu'on peut considérer comme un liquide. Donc on va maintenant appliquer la deuxième loi de Newton. Donc la première chose, comme d'habitude, donc le système étudié ici la bille. Le bilan des forces, nous avons les trois forces que nous venons juste donc de décrire, le poids de la bille. Donc voici le poids. Nous avons la poussée d'Archimède, donc qui a comme origine le centre d'inertie et dirigé vers le haut. Et nous avons donc la force de frottement fluide, puisque donc la bille se dirige vers le bas, donc la force de frottement fluide est dirigée vers le haut. Donc le repère, donc nous avons ici un repère OZ ou OK, qui est lié à un référentiel terrestre, supposé bien sûr galiléen, pour pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération, le vecteur accélération. Donc nous avons le poids plus la poussée d'Archimède, donc FA, plus la force de frottement fluide égale à la masse fois le vecteur accélération. Bien sûr, dans les exercices, parfois, on peut donc vous donner des informations qui vous permettent donc de négliger l'une de ces trois forces-là. Mais donc maintenant, donc on va prendre le cas général, c'est-à-dire que les trois forces agissent donc sur la bille. Donc en projetant maintenant la relation vectorielle 1 sur l'axe OZ, donc pour pouvoir calculer les valeurs de ces forces-là. Donc pour le poids, donc il est dirigé vers le bas, et donc il a le même sens que le vecteur unitaire K, donc c'est plus P. Pour la poussée d'Archimède, donc il est dirigé vers le haut, donc dans le sens contraire du vecteur unitaire K, donc c'est moins FA. Pour donc la force de frottement fluide, donc elle est dirigée donc aussi dans le sens contraire du vecteur unitaire K, donc c'est moins F, est égal à M donc fois AZ, donc la projection du vecteur accélération sur l'axe OZ, ça nous donne donc AZ. Donc maintenant, en remplaçant chaque force par sa valeur, donc le poids c'est mg. Donc le m ici c'est la masse du solide bien sûr, donc c'est la même masse que nous avons ici, donc c'est la masse du solide, moins donc pour la poussée d'Archimède, donc c'est mf, donc c'est la masse, comme on a dit, c'est la masse du fluide déplacé, fois g, moins donc l'expression de f c'est k v à la puissance n. Donc d'une manière générale. Donc dans l'exercice on vous donne est-ce que n égale à 1 ou n égale à 2. D'accord? Donc est égal à m fois a z. Bien sûr, si vous avez dans les exercices les masses volumiques, donc il faut remplacer les masses du fluide déplacé, la masse du solide par les masses volumiques. Donc, mais ici donc on va travailler avec ces masses là. Donc ici je vais factoriser avec g, donc ça nous donne m moins mf g moins k vn est égal donc m à z. Et puisque donc on cherche une équation différentielle, donc il faut avoir une dérivée dans l'équation. Or, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc on peut écrire aussi ici que m, donc la dérivée par rapport au temps de la vitesse, donc suivant l'axe OZ bien sûr. Donc voici finalement l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc bien sûr, donc d'ici vers ici, on a seulement donc divisé par m, d'accord? Donc on a divisé tout par m, donc ça reste d2vz sur dt égale à m moins mf sur mg moins k sur m vn, v à la puissance n. Parfois, on vous demande une forme plus simplifiée de l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, donc de la forme que vous voyez ici. Donc cette équation, donc cette forme est obtenue en posant a égale donc m moins mf sur m g et b donc est égal à k sur m,
Donc bien sûr A et B ce sont des constantes, ils sont souvent donnés dans l'exercice. Et on peut bien sûr trouver donc dans des exercices l'inverse. Donc ça c'est B et ça c'est A. Et à ce moment-là, donc nous aurons B moins A V à la puissance n. Donc ça dépend bien sûr de l'exercice. Passons maintenant pour étudier les grandeurs donc caractérisant le mouvement à partir d'une étude expérimentale donc de la chute verticale d'un solide dans un fluide. On calcule les valeurs de la vitesse à chaque instant. Puis on trace la courbe de variation donc de la vitesse en fonction du temps. Bien sûr, la vitesse c'est en mètres par seconde. Le temps c'est en secondes. Donc commençons par la première caractéristique qui est la vitesse limite. Donc c'est quoi cette vitesse limite? Donc à partir de cette figure que vous voyez ici, donc on distingue deux régimes. Nous avons ce que nous appelons donc le régime transitoire. Donc le régime transitoire pendant lequel, donc vous voyez ici la vitesse, elle augmente. Donc ça, donc ici c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Donc après ce point-là, nous avons ce qu'on appelle le régime permanent, pendant lequel la vitesse, vous voyez, elle est constante ici. Donc cette vitesse constante, ici ce qu'on appelle la vitesse limite. Donc il correspond donc à cette valeur-là. D'accord, ça c'est la vitesse limite qu'on note V L I M. Donc ici, V limite, on l'a extrait à partir de la courbe, à partir donc de ce graphe-là. En traçant bien sûr l'asymptote horizontale ici, on peut extraire donc la valeur de V limite correspond à cette valeur-là. Mais donc il y a une manière pour extraire la valeur de V limite à partir de l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc d de V sur dt égale à A moins B V à la puissance n. Bien sûr, on sait que dans le régime permanent, ici, la vitesse est constante. Et nous savons que la dérivée par rapport au temps d'une constante, c'est 0. Donc ici, nous avons 0 égale à A moins B V à la puissance n. Bien sûr, dans le régime permanent, nous avons V limite, donc la vitesse constante, ici c'est V limite. Donc il faut ajouter ici donc V limite. À partir de cela, on peut écrire que V limite à la puissance n égale à A sur B. Et donc, puisqu'on cherche V limite c'est quoi? C'est racine nème de A sur B. Donc on peut écrire d'une manière plus simple, c'est A sur B à la puissance n. Et comme j'ai dit donc dans ce cours, on veut dans les exercices, est-ce que n égale à 1 ou n égale à 2. Dans le cas où n égale à 1, nous avons tout simplement V limite égale à A sur B. Et si vous avez donc n égale à 2, donc V limite, c'est tout simplement racine de A sur B. Parce que donc A sur B à la puissance 1/2, c'est la racine donc carré de A sur B. Donc passons maintenant à la deuxième caractéristique qui est l'accélération initiale. Donc juste avant de parler de l'accélération initiale, donc quelques informations sur les régimes permanents et les régimes transitoires. Donc nous avons dit que dans le régime permanent, la vitesse est constante. Et on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc la dérivée d'une constante est 0. Donc l'accélération est nulle dans le régime permanent. Pour le régime transitoire, nous avons dit que la vitesse ici, vous voyez donc par la courbe. Donc vous voyez donc la courbe, elle augmente. Donc la vitesse, elle augmente. Et puisque donc elle augmente jusqu'à ce point-là, et donc il va devenir constante, ça veut dire que l'accélération est diminuée. D'accord ? Donc passons maintenant à l'autre caractéristique du mouvement qui est l'accélération initiale. Donc on sait que l'accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse. Donc l'accélération initiale, c'est tout simplement l'accélération à t égale à 0. Donc l'accélération initiale qu'on note à 0 égale donc à d de v sur dt à t égale à 0, lorsque donc au temps initial. Donc nous avons vu dans le cours sur les lois de Newton que lorsque vous avez une courbe qui représente l'évolution de v donc en fonction du temps,
lorsque donc vous avez une fonction linéaire ou affine, le coefficient directeur, c'est tout simplement représente l'accélération. Donc plus précisément, donc le coefficient directeur de la tangente à cette courbe-là. Donc, traçons cette tangente-là. C'est quelque chose, donc ça doit être quelque chose comme ça. Donc voici la tangente à la courbe, donc de la vitesse en fonction du temps. Donc le coefficient directeur de cette tangente-là, c'est l'accélération. Donc on peut dire finalement que graphiquement, l'accélération initiale A0 égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe, donc AT égale à 0. Donc par calcul, on va utiliser tout simplement l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, mais donc au lieu d'utiliser la dérivée donc, par rapport au temps, on va utiliser l'accélération, donc d2v sur dt égale a, donc moins b, v à la puissance n. Puisqu'on parle donc de l'accélération initiale, bien sûr la vitesse ici, donc c'est la vitesse initiale. Et donc on va utiliser les conditions initiales. On considère que par exemple le solide est lâché sans vitesse initiale, c'est-à-dire que v0 égale à 0. Donc v0 égale à 0. Donc à partir duquel on peut dire que tout simplement que a0 égale à a. Donc voici l'expression de l'accélération initiale en utilisant donc l'équation de la vitesse, et on sait que donc dans l'exercice donc que a égale à m moins mf sur mg, que parfois donc on peut écrire tout simplement c'est 1 moins mf sur m fois g. Donc une autre caractéristique qu'on peut tirer de cette figure, donc c'est la constante de temps tau, donc c'est ce qu'on appelle le temps caractéristique du mouvement. Donc cette constante là, vous l'avez vu en électricité, donc elle apparaît toujours lorsque vous avez une allure, une courbe exponentielle comme celle-ci de la vitesse. Donc ce taux là est obtenu graphiquement par la méthode classique utilisant la tangente à l'origine, donc la tangente AT égale à 0, et l'asymptote. Donc l'intersection de la tangente avec l'asymptote donne donc un point d'intersection qui est ici, et on projette donc ce point là sur l'axe des temps, l'axe des abscisses, pour obtenir tau, le temps caractéristique du mouvement. On peut aussi donc utiliser le calcul pour trouver une expression pour tau. Donc on utilise la relation de l'accélération initiale que nous venons juste donc de calculer, donc l'accélération initiale, et aussi donc le coefficient directeur. Donc nous avons dit que l'accélération initiale A0, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse, et ça donc à t égale à 0. D'accord? Donc on peut prendre, donc en calculant le coefficient directeur, donc on peut prendre ce point là ici et ce point là, donc le point à l'origine. Donc nous savons que le coefficient directeur, c'est la variation des ordonnées divisé par la variation des abscisses. Donc ce point là, l'ordonnée c'est v limite, moins donc l'ordonnée de ce point là c'est 0. L'abscisse de ce point là c'est tout simplement tau, et l'abscisse donc de ce point là c'est 0. Donc c'est tout simplement v limite sur tau, et donc finalement tau est égal donc v limite sur l'accélération initiale. Donc si on vous demande de calculer tau et vous avez déjà l'accélération initiale et v limite, donc il faut utiliser cette relation là, cette définition là. La dernière partie de ce cours là, c'est la résolution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler, donc l'équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc cette méthode d'Euler est une méthode numérique itérative qui consiste à calculer pas à pas, de façon approchée, les valeurs successives de la vitesse à des instants séparés par des intervalles de temps égaux, notés donc delta t, appelé pas de résolution ou pas de calcul.
Donc pour mieux comprendre ce que je viens de dire, prenons l'exemple de la chute verticale de la bille dans un fluide. Donc j'ai représenté ici la bille par un petit point, donc disons le centre d'inertie de la bille. Donc ce qu'on fait ici, on enregistre après chaque pas. Le pas c'est entre deux points, donc ici donc on a un pas, le deuxième pas, le troisième pas, le quatrième pas, donc et ainsi de suite. Donc on enregistre après chaque pas les valeurs de la vitesse à chaque instant. Donc ici le premier point ici qu'on peut appeler le point initial. Donc nous avons V0 à T0. Le point suivant, donc c'est V1 à T1. Le point suivant, donc c'est V2 à T2. Donc le pas, c'est-à-dire le temps entre les deux points ici, est fixe. Donc il est appelé delta T comme vous voyez ici. Donc ce qu'on appelle le pas de résolution, ou bien donc le pas de calcul. Donc ça veut dire quoi que le pas est fixe? C'est-à-dire que l'intervalle de temps entre T0 et T1, c'est le même intervalle de temps entre T1 et T2. C'est le même intervalle entre T4 et T5. Donc delta T est fixe. Donc ces valeurs, bien sûr, elles sont des valeurs successives, comme nous avons dit dans la définition. Et donc, puisque nous avons dit ici que c'est une façon approchée, ça veut dire que ce n'est pas une solution exacte, mais une solution approchée. Ça veut dire tout simplement que nous avons pris des points séparés. Donc, on n'a pas pris, donc, par exemple, le point qui est ici, entre ces deux points-là. C'est pour cela donc la solution est dite approchée. Donc, on rapproche la solution exacte, par exemple, donnée par l'expérience. Donc pour procéder avec la méthode d'Euler, donc on doit suivre donc deux étapes importantes. Donc la première étape, je vais prendre cette équation là, mais donc au lieu d'utiliser donc la dérivée de la vitesse par rapport au temps, je vais utiliser l'accélération. Et puisqu'ici donc j'ai plusieurs points successifs, donc on va appeler chaque point par i. Donc nous avons AI est égal à A moins B VI, donc les vitesses ici, donc VI donc prend les valeurs 0, 1, 2, et ainsi de suite, donc V à la puissance n. Ça veut dire tout simplement qu'on calcule l'accélération à l'instant I. Et ça, donc, c'est la première équation que nous allons utiliser. Donc la deuxième étape consiste à utiliser cette équation de la vitesse. Donc devient cette équation, rappelez-vous donc de la définition, donc l'une des définitions que nous avons données pour l'accélération. Donc c'était la delta V qui est donc la variation de la vitesse divisée par la variation du temps, delta T. Donc la variation de la vitesse entre deux points, donc c'était VI plus 1 moins VI. Donc nous avons vu ça dans le cours sur les lois de Newton. Donc sur TI plus 1 moins TI. Donc on peut écrire comme VI plus 1 moins VI sur delta T. Donc nous avons AI delta T. Donc je vais multiplier delta T par AI égale à VI plus 1 moins VI. Donc à partir duquel on peut tirer l'expression de VI plus 1 qui est AI delta T plus donc VI. Donc ici cette équation là qu'on va utiliser pour appliquer la méthode d'Euler. Donc à partir de ces deux équations, on peut calculer les valeurs successives de la vitesse à chaque instant. Donc dans l'exercice, on veut donc souvent bien sûr l'expression du point initial, c'est-à-dire la vitesse et le temps initial. Donc à partir de ces deux points-là, on peut calculer donc A1, A2, A3, A4 et V1, V2, V3, V4. Voyons voir un exemple maintenant. Donc, supposons que la vitesse initiale, V0, est connue. D'accord? Et à partir donc des conditions initiales, c'est-à-dire que T0 est connu aussi. Donc, nous avons maintenant T0 connu, V0 est connu, et delta T est donné dans l'exercice. À ce moment-là, donc, on peut calculer l'accélération et la vitesse à chaque instant, comme vous allez voir maintenant. Donc, pour A0, on va utiliser la première équation ici. Donc, A0 est égal à A moins B V0 à la puissance n. Donc, A ou B, ce sont des constantes, donc, sont souvent donc données dans l'exercice. V0, comme j'ai dit, il est connu. T0 est connu, donc, j'ai la valeur numérique de A0.
Maintenant, passons à V1. On va utiliser la deuxième équation ici. Donc, pour calculer V1, il faut que I ici égale à 0. Donc, pour I égale à 0, donc nous avons V1 est égal, donc I égale à 0, donc à 0, qui est connu maintenant, parce que je l'ai calculé ici. Donc, delta T, comme j'ai dit, il est donné, plus V0. Donc, voici. Donc, ici, donc la valeur numérique de V1 est connue maintenant. Donc, passons à la première équation maintenant pour calculer A1. Donc A1 c'est quoi? C'est A moins B V1 à la puissance n. V1 elle est connue. Je viens juste de la calculer. Et bien sûr pour T1 c'est tout simplement T0 plus delta T. T0 connu, delta T connu. Donc T1 elle est connue. Maintenant passons à V2. Pour avoir ici V2, il faut remplacer I par 1. Donc V2 est égal. Donc I égale à 1, donc c'est A1 delta T plus V1. Donc A1 est connu, V1 est connu, et donc j'ai la valeur numérique de V2. Donc la même chose, donc on va continuer comme ça, et vous allez voir que tout, donc les accélérations à chaque instant et les vitesses à chaque instant, elles sont connues par l'utilisation de cette méthode itérative, cette méthode numérique itérative, dite donc la méthode d'Euler.